justiciables. Le nouveau projet s'appelle Saria Bateau ou Respect pour l'état des droits. Batraoré nous dira de quoi s'agit-il. Pendant ce temps, Mopti, 85 000 éleveurs et agro-éleveurs ainsi que 4 000 jeunes dans le viseur du projet PASEM 2 et participent. Objectif, juguler la crise et renforcer la résilience des jeunes avec des projets porteurs. Le coût des deux projets est de 9 milliards de francs CFA. Oumar Maïga nous fera le point depuis la Venise malienne. Notre dossier de ce lundi nous parlera des effets du changement climatique. Avec la fin de la saison des pluies, les établissements sanitaires refusent du monde. Adam Maïga nous dira les raisons de cette fréquentation à la hausse. Hors du Mali, au Sénégal, après les législatives anticipées d'hier dimanche, le PASTEF, le parti du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, félicité avant les résultats par plusieurs ténors de l'opposition, dont l'ancien président Macky Sall et l'ancien maire de Dakar, ainsi que l'ancien premier ministre Amadou Ba. Le Nigeria déroule le tapis rouge au Premier ministre indien Narendra Modi. Pendant ce temps, à New Delhi, la capitale indienne croupit sous la pollution avec des interdictions de sortir et des écoles fermées. Le sport sera l'affaire de Fotigi Tunkara. Avec lui, on parlera de football avec les éliminatoires de la CAN Maroc 2025, le coup d'envoi de la saison footballistique au plan national, le premier trophée de la saison, la Super Coupe dans la vitrine du Joliba Assis. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 18 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. 9 milliards de francs CFA, c'est le coût global du nouveau projet Saria Bateau ou respect de l'état des droits. Il est le fruit de la collaboration entre l'USAID et le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et il sera exécuté sur la période 2024-2029. Son objectif est d'améliorer l'accès des citoyens à la justice. La cérémonie de lancement s'est déroulée sous l'autorité du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Batraoré nous en dit plus. Les succès enregistrés par le projet MJP Mali Justice Project semblent avoir inspiré l'USAID et son partenaire, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, pour le lancement de ce nouveau projet intitulé Saria Bateau ou respect pour l'état de droit. Il s'articule sur 4 composantes: le renforcement des institutions du secteur judiciaire, l'amélioration de l'accès à la justice, la lutte contre la corruption, la promotion et la protection des droits de l'homme. Maître Jean Lavoie, directeur de l'USAID Saria Bateau. Ce projet, cette fois-ci, aura pour mandat de véritablement rapprocher davantage les citoyens de la justice. Vraiment un travail de proximité afin de permettre aux citoyens maliens d'avoir davantage d'opportunités de comprendre leurs droits et obligations, mais également de pouvoir les mettre en valeur. Ogale Odou, directeur de l'USAID Mali. Avec Saria Bateau, nous continuons nos efforts pour garantir à chaque Malien, y compris les femmes et les jeunes, un accès équitable et la justice et des institutions fiables. Ce programme s'inscrit dans une vision plus large de l'USAID pour soutenir la stratégie de coopération pour le développement du Mali. Le projet Saria Bateau ou respect pour l'état de droit sera exécuté sur la période 2024-2029 pour un coût global de 9 milliards de francs CFA. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Le lancement du nouveau projet Saria Bateau, fruit d'un partenariat dynamique et exemplaire entre le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et l'USAID, est destiné à renforcer notre système judiciaire et à offrir aux Maliennes et aux Maliens une justice accessible, moderne, efficace, respectée et respectable. Elle marque une étape importante et fructueuse pour la consolidation des acquis et des perspectives prometteuses. Les activités ciblées par le projet sont relatives à la formation des magistrats, à la modernisation des tribunaux, à l'appui logistique, entre autres. Parlons à présent d'éducation aux valeurs. Et bien, dans le cadre de la vulgarisation du programme national d'éducation aux valeurs, le ministère de la Refondation poursuit ses sessions d'appropriation auprès des institutions de la République. Les membres du ministère étaient devant le Conseil national de transition pour discuter des axes de ce programme. Mamadou Fani. La mission d'appui à la refondation de l'État face aux membres du CNT pour partager le contenu du programme national d'éducation aux valeurs, un programme qui est le résultat des recommandations des assises nationales sur la refondation de l'État qui a fait l'objet d'une large concertation entre toutes les couches socio-professionnelles du pays. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État. Je suis persuadé que vous tirerez
toutes et tous un bénéfice certain de cette session d'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs qui a pour vocation d'outiller les citoyens maliens tout au long de sa vie en l'éduquant au respect des valeurs socio-culturelles et à la bonne gestion des affaires publiques. Il s'agit à travers cette rencontre de partager avec les membres du CNT les grands axes de ce programme qui a comme finalité la construction d'un citoyen responsable et engagé. Djikine Atumagaku, déjà vice-présidente du CNT. Au sortir de la présente session, je suis convaincue plus que jamais de votre soutien, de votre accompagnement et de votre participation active dans le processus de refondation de l'homme malien, dont le fondement est l'engagement de tous pour bâtir un Mali d'incroix responsable, patriote, travailleur, consensueux et respectueux de l'ordre et du mérite. Les membres du CNT, à travers des questions, réponses et contributions, ont été largement édifiés par le contenu de ce programme. Tous sont unanimes que ce projet jette les bases d'un Mali souverain fondé sur les valeurs qui ont toujours caractérisé nos ancêtres. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. Et il est 13h06 dans la Venise malienne où nous nous rendons pour parler de l'amélioration de la résilience de 85 000 éleveurs et agro-éleveurs et l'employabilité des 4 000 jeunes. Tels sont les objectifs du programme Partenariat pour l'insertion via les compétences impulsé par le secteur privé dénommé Participe et du programme d'appui au secteur de l'élevage PASEM 2 qui ont été lancés par les ministres de l'entrepreneuriat national et de la formation professionnelle et celui de l'élevage et de la pêche. Dans la Venise malienne, le coût de ces deux projets s'élève à 9 milliards de francs CFA. C'est ce que nous dit Oumar Maïga depuis Mopti. Le lancement conjoint dans la Venise malienne Mopti du partenariat pour l'insertion via les compétences impulsées par les secteurs privés et de la seconde phase du programme d'appui au secteur de l'élevage au Mali PASEM 2 est une initiative du ministère en charge de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle et celui de l'élevage et de la pêche en partenariat avec le bureau de la coopération suisse et agence consulaire au Mali. Deux programmes qui s'inscrivent dans les priorités nationales définies dans le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable. Abdul Karim Tembine, secrétaire général du Conseil régional de Mopti. Cette coopération dynamique a permis aux 3 conseils régionaux de promouvoir leur rôle central de pilotage et de coordination du développement économique régional. Jean-Michel Lima, chef de coopération suppléant du bureau de la coopération suisse au Mali. Ces projets, avec un budget combiné de près de 9 milliards de francs CFA, traduisent notre engagement à renforcer la résilience des populations et à ouvrir des perspectives d'emploi durables aux jeunes. Ils visent d'une part à former 4 000 jeunes dans les métiers en demande, à accompagner 85 000 éleveurs et agro-éleveurs dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou. Le programme PASEM 2 et Participe vise à soutenir les efforts du gouvernement dans les sous-secteurs de l'élevage qui représentent 15% du produit intérieur brut et la formation professionnelle pour l'emploi. Dr Moussa Mamadou Diallo, président du conseil patronal de Mopti. La croissance démographique exige de notre part des solutions innovantes pour offrir aux nouvelles générations des perspectives de revenus stables et décents. Youba Ba, ministre de l'élevage et de la pêche. Le programme vise à améliorer la résilience des pasteurs et agro-pasteurs des régions prioritaires d'intervention, à savoir Mopti, Tombouctou et Gao, évoluant dans les chaînes de valeur compétitives des filières bétail-viande et lait. Lancé pour une durée de 4 ans avec environ 9 milliards de francs CFA, l'atteinte des résultats passe par 2 objectifs spécifiques complémentaires. Bagayou Aminata Traoré, ministre de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le soutien à la co-création, au cofinancement et à la co-exécution d'une offre de formation duale au-delà des métiers artisanaux et qui répond aux aspirations des jeunes, aux collectivités territoriales et au secteur privé local. Le renforcement de la décentralisation et du pilotage de la formation professionnelle avec une implication effective du secteur privé dans la gouvernance stratégique de la formation. Les programmes PASEM 2 et le Participe viennent renforcer les conditions de vie des populations pastorales ainsi que l'employabilité des jeunes dans un contexte de changement climatique et d'insécurité. Mopti, Oumar Maïga et Suleiman Topsigui pour l'ORT.
13h10, actualité hors du Mali au Sénégal, le PASTEF, le parti du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, déjà félicité par plusieurs chefs de file de l'opposition, dont l'ancien président Macky Sall après les législatives anticipées de hier dimanche. Plus de 7 millions d'électeurs sénégalais étaient appelés aux urnes pour élire les 165 députés du Parlement sénégalais. Les premiers résultats provisoires seront annoncés demain mardi selon le porte-parole du gouvernement Amadou Moustapha Ndiek Sarré. Les Gabonais ont également voté ce week-end pour le oui au référendum constitutionnel. Selon le ministre gabonais de l'Intérieur, Herman Imongalt, plus de 91,80% des votants ont voté pour la nouvelle constitution contre 8,20% pour le non. Cette information a été annoncée hier soir sur la télévision nationale gabonaise. Le taux de participation est de 53,54%, mais selon le ministre de l'Intérieur gabonais, les résultats sont encore provisoires. Au Nigeria, le Premier ministre indien Narendra Modi a rencontré hier le président nigérien Bola Ahmed Tinubu. À l'issue de cette rencontre, les deux hommes ont annoncé un partenariat renforcé couvrant avec la signature de quelques accords sur la défense, l'énergie, la sécurité maritime, la technologie et le commerce. Et pendant que le Premier ministre indien se trouve au Nigeria, la pollution atmosphérique a atteint un niveau plus élevé, 60 fois supérieur au seuil maximal fixé par l'Organisation mondiale de la santé à New Delhi, la capitale indienne. Le gouvernement local a d'ailleurs appelé les enfants, les personnes âgées et tous ceux qui souffrent de pathologies pulmonaires ou cardiaques à rester à la maison. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution atmosphérique peut causer des maladies cardiovasculaires et respiratoires ainsi que des cancers du poumon. Une étude publiée en juin dernier a établi que la pollution de l'air était responsable de 11,5% de la mortalité à New Delhi, soit 12 000 morts par an. Enfin, au Brésil, les dirigeants des pays du G20 se réunissent à Rio de Janeiro et jusqu'à demain mardi pour discuter de la réforme de la gouvernance mondiale, mais aussi de nouvelles ressources pour financer le développement et la transition énergétique. La première séance plénière des 20 pays les plus industrialisés au monde sera consacrée à l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté. Il sera aussi question de taxation des transports aériens et maritimes. À noter que c'est la première fois au sommet du G20 qu'on se penchera sur la future taxation mondiale des milliardaires. Je le disais dans les titres, notre grand format de ce 13h va s'intéresser aux effets néfastes du changement climatique sur la santé humaine. Et après la saison des pluies, les établissements sanitaires sont bondés de monde et souvent très difficile pour certains patients de joindre le debout. Certains ne savent même pas comment la maladie survient, alors que le changement climatique est très souvent à la base. Alors quels sont les comportements que nous devons adopter pendant cette période de fin de saison des pluies? Élément de réponse avec Adam Maïga. À la lumière de ces témoignages, nous pouvons dire sans doute que le paludisme est devenu une épidémie au Mali. Pour preuve, plusieurs patients se sont rendus dans les hôpitaux et les cliniques à 2 ou 3 reprises pour des soins. Selon des spécialistes, l'une des causes de la survenue du paludisme est le changement climatique. Sambou Keita, patient. Tout récemment, j'ai amené un de mes enfants au CESCOM de Bozola. Il souffrait du paludisme. Il n'y avait aucune place pour l'hospitalisation. Certaines patientes sont assises sur les chaises et leurs conjoints tiennent le sérum étant debout, tandis que d'autres sont dans les autres salles d'observation pour les injections. Suleiman Fofana, patient âgé de 14 ans. Tout a commencé par la toux, le rhume et la fièvre. Je me suis évanoui. Aussitôt, mes camarades d'âge ont vite informé nos aînés. Ils m'ont conduit à l'hôpital. Le taux de paludisme au Mali en dit long, comme nous témoigne médecin-colonel Aïssata Kone, coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme. Le paludisme reste l'un des plus grands défis sanitaires au Mali, touchant des millions de personnes chaque année et affectant particulièrement les enfants et les femmes enceintes. Les professionnels de la santé sont formels. Cette propagation du paludisme est l'une des conséquences des effets du changement climatique sur la santé humaine. Le changement instantané de température affecte également d'autres personnes souffrant des maladies mentales et chroniques. Selon le professeur Amidou Babasako, chef de service ORL à l'hôpital de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako. L'inondation et l'humidité avec sa moisissure peut causer des infections respiratoires mycotiques, tout comme d'autres types d'infections également virales. L'exposition au froid
peut ralentir les mécanismes réactifs des voies respiratoires supérieures, nuire à la résistance du système immunitaire contre les infections respiratoires, accélérer la propagation de la grippe par exemple ou de la COVID-19. Pourtant, cette situation de variation climatique durera jusqu'au mois de février 2025, nous confie Bakary Mangane, chef de bureau prévision et alerte météorologique à Mali Météo. C'est l'intersaison, donc ça vient juste de débuter. Donc nous aurons affaire avec cette situation durant tout le mois de novembre. Ensuite décembre, après décembre, c'est le grand froid qui va commencer janvier, février. Donc du coup, nous aurons affaire avec ça quotidiennement. Pendant toute cette période, les médecins nous conseillent certaines pratiques. Professeur Amidou Babasako, chef de service ORL à l'hôpital de Lafiabougou, en commune 4 du district de Bamako. D'aller rapidement vers des structures de santé, une prise en charge donc de ces maladies liées au changement climatique. Il faut préserver notre environnement, le milieu de vie. Assurément, les changements climatiques n'impactent pas que la nature et les modes de vie, mais aussi la santé humaine. Face à cette situation, le respect des mesures doit être de mise, a insisté le spécialiste. Voilà, c'était là le dossier de ce 13h. Il respecte beaucoup de mesures, notamment par rapport à la santé, puisque sport rime avec bonne santé. Il sera là dans un instant, Boutiki Bafouti, pour l'actualité sportive. On quitte les hôpitaux pour aller sur les terrains et on va parler football. Fotigi Tunkara, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tous. C'est parti pour la nouvelle saison sportive au plan footballistique au pays avec le premier sacre du Djoliba. Oui, après quelques reports liés à des raisons logistiques, la Fédération malienne de football a finalement levé l'ancre et largué les amarres de la nouvelle saison avec la finale de la Supercoupe Ben Omar Sy disputée hier au stade de Mamadou Konaté, mettant aux prises les champions du Mali et le vainqueur de la Coupe du Mali. Cette édition 2024-2025 a offert au public sportif malien le premier derby de la saison entre le Djoliba AC et le stade malien de Bamako. Classico malien remporté 2-0 par les Rouges qui juge le premier trophée majeur de la saison et leur 9e titre en Supercoupe. Le résumé de ces matchs avec Abdul Karim Kaba. Le Djoliba AC remporte le premier trophée de la saison. Les Rouges se sont imposés 2-0 face au stade malien de Bamako. Boakane et Youssouf Sempara ont marqué ces 2 buts au 82e et 87e minutes de jeu. Coaching gagnant donc pour l'entraîneur Demba Mamadou Traoré, puisque les buteurs du jour sont entrés Demba Mamadou Traoré, entraîneur de Djoliba AC. Ça a été un très bon match avec un très bon contenu. Donc voilà, moi je pense que la première mi-temps et la deuxième mi-temps n'ont pas été pareils. Donc on va continuer encore à bosser comme il y a les compétitions africaines en vue. Parce que l'objectif du match, c'était non seulement de gagner, mais aussi en fait de préparer les compétitions africaines. Mamoudou Kane, entraîneur du stade malien de Bamako. On n'a pas pu marquer, c'est ce qui n'a pas marché. Le football, il faut marquer le but et bien défendre. On a bien joué, mais ça ne suffit pas. C'est ce qui est important. Et je suis dessus, on va essayer encore de faire un maximum pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Le Djoliba AC gagne ainsi la Supercoupe Ben Omar Sy qui annonce le démarrage de la saison 2024-2025. Ce énième Djoliba Stade n'a pas fait exception à la règle en termes de mobilisation, d'engouement et d'enjeux aussi bien sur la pelouse que dans les gradins. Voilà, Ousmane, après le tournoi amical joué à l'intersaison donc du côté de la Guinée, gagné 3-0 par le Djoliba AC, les Rouges récidivent à nouveau. Vous savez, quand vous annoncez cette nouvelle saison footballistique, j'ai bien aimé 2 termes. La fédération a fait lever l'ancre et larguer les amarres. On va parler des éliminatoires de Maroc 2025. Le Mali, déjà qualifié, reçoit demain les Swatini au compte de la 6e et dernière journée du groupe I, un match dans lequel les ailes vont certainement se faire plaisir. Absolument, au compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, le Mali reçoit demain les Swatini. Ce sera au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 16h. Occasion pour les aigles déjà qualifiés et rentrés hier du Mozambique de communier à la maison avec les supporters et célébrer ensemble la qualification du Mali pour la CAN Maroc 2025. Qualification acquise de façon héroïque et décrochée des hautes luttes en terre mozambicaines
vendredi à l'issue de la 5e et avant-dernière journée des qualifications. Dans l'autre rencontre du groupe I demain à 16h, la Guinée-Bissau accueille le Mozambique avec comme principal enjeu la bataille pour les seconds tickets du groupe. Si les Mozambicains totalisent 8 points, les Bissau-Guinéens ne comptent que 5 points. C'est-à-dire que si le Mozambique peut se contenter d'un nul, la Guinée-Bissau est condamnée à la victoire pour se qualifier. Battus 2-1 à l'aller par les Mozambicains, les Bissau-Guinéens doivent s'imposer par le minimum 1-0 pour garder l'avantage du but marqué à l'extérieur, toujours en vigueur au niveau de la CAF, soit l'emporter par 2 buts d'écart pour soigner le goulavrage particulier des critères de la confrontation directe qui rentrent en ligne de compte pour départager les équipes en cas d'égalité de points. Sinon, en cas d'un nul identique au score du match aller, en cas d'un score identique au résultat du match aller, et recours sera fait au goulavrage général favorable au Mozambique qui compte +3 contre -1 pour la Guinée-Bissau. Fotiki, on va parler maintenant d'une discipline, on ne le dira jamais assez, c'est une discipline dans laquelle, avant cette discipline, on va continuer de parler de la suite des éliminatoires justement avec les autres poules. Absolument. Après donc les poules A, B puis E, les groupes D et F connaîtront leur épilogue cet après-midi à l'issue de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Alors comme vous le saviez, déjà sur les 24 pays qui vont participer à la CAN, 19 sont déjà connus. Ça reste 5 et sur les 5 D seront connus aujourd'hui. Dans le groupe D à 16h, le Nigeria déjà qualifié jouera contre le Rwanda en duel à distance avec la Libye et le Bénin qui s'affrontent à 16h également. Dans le groupe F, toujours à 16h, le Ghana déjà éliminé accueille le Niger en distanciel avec le Soudan qui reçoit l'Angola déjà qualifié. Le reste du programme de ce lundi prévoit à 19h. Dans le groupe A, Tunisie, Gambie et Comores, Madagascar. La Tunisie et les Comores étant déjà qualifiés. Dans le groupe B, Maroc, Lesotho et Centrafrique, Gabon. Le Maroc et le Gabon étant déjà qualifiés. Dans le groupe L, Malawi, Burkina, un match qui vient donc de démarrer à 13h. Et au moment où l'on entrait en studio, les scores étaient encore de 0-0. Faut-il le souligner, le Burkina est déjà qualifié. Alors, le Malawi qui va donc jouer à domicile certainement pour l'honneur. Alors, cette 6e journée a donc commencé hier avec 2 rencontres du groupe E. L'Algérie a dominé le Libéria 5-1. Le Togo a disposé de la Guinée équatoriale 3-0. Victoire sans gloire pour les Togolais déjà éliminés. Déjà éliminé, ce qui va nous amener à parler justement de la seule discipline où notre pays est double champion du monde. Absolument. Vous l'avez compris, c'est la discipline favorite de Fotiki Tunkara, je ne trahis pas de secret. Il s'agit de taekwondo. La Russie n'a pas fait de détails dans le tournoi AES Russie. Maintenant, l'heure est au bilan. Oui, absolument. Après les combats pour les médailles, l'heure est au débat pour les bilans. Donc, au débat autour du bilan, j'y arrive. Après les combats pour les médailles, l'heure est au débat autour du bilan avec une moisson de 8 médailles, dont 2 en or, 1 en argent et 5 en bronze. Le Mali s'est classé 3e ex-aequo avec le Burkina, derrière le Niger et la Russie, partenaire privilégié des pays de l'AES qui remporte cette première édition du championnat senior de taekwondo AES Russie. Au-delà du résultat, le bilan est plus que satisfaisant pour le Mali en termes de défis, qui a donc gagné le pari de l'organisation d'un tel événement d'envergure et surtout de portée politiquement symbolique. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le président de la Fédération malienne de taekwondo, Maître Alioune Badara Traoré, que nous avons joint. Le bilan que l'on peut tirer de cette compétition, c'est d'abord l'expression d'une grande fraternité entre les peuples de l'AES, entre eux, et entre les peuples de l'AES et la Russie d'un autre côté. Deuxième bilan, il y a eu un grand saut en avant dans la préparation et dans la compréhension des athlètes pour la tenue des compétitions internationales. Les athlètes ont beaucoup appris. Le troisième bilan, c'est notre capacité d'organisation de tels événements dans notre pays, pouvoir y faire face d'une manière correcte, en tenant compte de toutes les facettes de l'organisation. Le quatrième, c'est l'accompagnement réel de nos autorités pour la mise en place effective de notre confédération. À 13h passées de 24 minutes à Logokakulu et à Dramira, la région de Kai, l'amarrage du bateau sport met fin à ce 13h qui vous a été présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Absi Traoré, Fousseni Sisseko, mise en ligne, Amadisso, réalisation, Amida Mele, Soumaou Aïdara.
Gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, Kaniketa sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. Et à 19h30, le prochain rendez-vous vous sera présenté par Koumba Sissé. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Bonne semaine à toutes et à tous.